Bonjour, c'est la quotidienne des numériques en version condensée. Je vous rappelle que c'est notre tour de l'actu tech en quelques minutes et que si vous voulez voir tout ce dont on a parlé et traité aujourd'hui, il y a le replay disponible également sur la chaîne. En attendant, aujourd'hui, l'essentiel de l'actu, c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle, ce sont des motos futuristes, des transmissions de vélos futuristes, des gouvernements qui se font la guerre avec des GAFAM, des écrans OLED, des lunettes de réalité augmentée, bref, beaucoup de choses. On ne perd pas de temps, c'est parti. On commence du coup directement avec de l'intelligence artificielle et ce coup-ci c'est Nvidia qui est sous le feu des projecteurs, le géant américain qui est très en avance sur beaucoup de chantiers, notamment sur l'intelligence artificielle, a montré encore un nouveau prototype assez impressionnant. Ces chercheurs se sont intéressés ce coup-ci à la synthèse vocale et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant sur le ton, la fluidité et le naturel de cette synthèse vocale. C'est évidemment quelque chose qui n'est pas encore dans le commerce, mais qui va vous permettre de converser avec une machine de manière plus naturelle. On a hâte de voir quels seront les progrès autour de cela, mais en attendant, allez voir cette nouveauté de chez Nvidia. Imaginez bientôt le film Her disponible pour tout le monde. On continue avec les intelligences artificielles et ce coup-ci, on n'est pas dans le futur d'Nvidia, mais dans le présent de Google. Je vous rappelle que Google a mis à disposition de tout le monde des outils pour tester un peu son IA. Il y en a une qui vous permet notamment de mettre des visages et de voir comment l'IA reconnaît un visage un peu pixelisé ou de fiction pour en faire un visage réel. Évidemment, c'est source de beaucoup de rigolade, mais je crois qu'on n'a pas fait beaucoup mieux que ce petit test de tous les personnages de Street Fighter V qui passent à la moulinette de l'IA Google. Attention, on va y aller vite parce qu'il y a quelques minutes, mais c'est de la régalade puisque des fois ça passe bien, comme avec Chun-Li, des fois ça passe pas très bien, comme avec Ken, et des fois ça passe très mal avec notamment M-Bison aka Dictateur. On ne sait même pas à quel moment l'intelligence artificielle a pu voir ça et se dire c'est lui. Des barres de rire évidemment. On vous laisse le lien en commentaire pour vous régaler, mais avant que les machines prennent le contrôle de l'humanité, au moins elles nous auront fait bien rigoler. Allez, quittons un peu Street Fighter et repartons encore une fois un peu dans le futur avec un nouvel engin présenté par BMW. Je vous rappelle que le constructeur allemand fait des motos assez réputées, mais aussi des scooters assez spéciaux. Et on avait vu déjà ce fameux scooter, le CE04, nouveau scooter électrique de la marque au design très spécial, très cyberpunk et très minimaliste. Et bien, que l'on aime ou que l'on n'aime pas ce scooter qui va arriver prochainement, BMW continue dans ce design si spécial avec un nouveau concept, c'est le CE02 ce coup-ci, un engin de roue plus compact à la croisée d'une moto et d'un scooter. Et vous allez voir, on retrouve évidemment ce design très minimaliste, cette roue arrière qui est vraiment tirée et allongée, et cette selle plate notamment, qui sont reprises du scooter étendard de la marque, le CE04. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez du design de cette moto. Personnellement, j'adore, mais je suis pas sûr que tout le monde puisse vivre à Neo Tokyo. On reste dans les deux roues et on passe ce coup-ci des scooters au vélo électrique avec une nouvelle solution qui a été présentée à l'Eurobike, le plus grand salon du vélo. Et c'est une solution de vélo sans chaîne ou sans transmission en tout cas mécanique puisque vous allez avoir un moteur divisé en deux parties qui seront reliées que par des câbles électriques. Vous avez évidemment le pédalier ici qui pourrait abriter un moteur et votre puissance humaine. Et puis l'énergie dégagée par ce moteur et cette puissance humaine seront évidemment transmis et stockés en cas de besoin, mais seront transmis évidemment ensuite à un axe mécanique qui lui va évidemment propulser la roue là-dedans. Ça permettra en tout cas de penser à des véhicules très différents de ce qu'on a pu faire jusqu'alors, puisque notamment tout ce qui est vélo cargo et vélo professionnel avait des difficultés avec des très grandes distances entre le pédalier et la roue arrière, et ça laissait des chaînes avec beaucoup de jeux extrêmement longues et extrêmement complexes. Ici, au lieu d'avoir une chaîne qui essaie de rejoindre d'une distance gigantesque, on n'aurait plus besoin de liaison mécanique, mais juste de câbles électriques qui transmettent l'énergie. Et c'est tellement bête qu'on se demande pourquoi personne n'y avait pensé avant. Continuons un petit peu dans les projets du futur et pour vous diriger sur votre vélo électrique sans chaîne, vous aurez certainement besoin de lunettes en réalité augmentée. Et évidemment, on parle du projet d'Apple qui se trame depuis maintenant des années en coulisses. On a des nouvelles informations via le site The Information, le bien nommé, qui pense en fait que les lunettes d'Apple, si un jour elles sortent, ces lunettes de réalité augmentée, ne seraient pas un appareil
indépendant, mais un appareil compagnon de l'iPhone. Il aurait besoin de l'iPhone un peu comme les premières Apple Watch. Et bien pourquoi? Évidemment, c'est une question de puissance de calcul et d'autonomie qui fait que des lunettes, pour ne pas avoir des lunettes gigantesques ou un peu ridicules, Apple a décidé de spécialiser l'électronique embarquée de ces lunettes dans certaines tâches, comme notamment la compression et décompression de vidéos par exemple, la communication sans fil à basse énergie avec l'iPhone, et va laisser d'autres évidemment calculs, notamment sur l'intelligence artificielle et les réseaux neuronaux, à l'iPhone lui-même, qui va en tout cas prêter main forte à ces lunettes Apple, en attendant peut-être un jour de les voir entièrement autonomes et assez puissantes pour se passer de l'iPhone. Pour l'instant en tout cas, si un jour on les voit, dites-vous bien qu'il faudra acheter aussi un iPhone avec. Passons maintenant à de l'informatique avec Asus, le constructeur taïwanais qui avait présenté un ordinateur OLED à moins de 1000 euros il y a quelques semaines. Et bien écoutez, ça a dû marcher parce que c'est désormais le mot d'ordre chez eux. Asus a présenté différents ordinateurs pour un peu toutes les bourses et tous les usages. Leur point commun, de l'OLED, de l'OLED et de l'OLED sur tous les écrans. Qu'ils soient 13, 14, 15, 16 pouces, qu'ils soient faits pour des professionnels de la création ou pour de la bureautique, qu'ils soient en version 2 en 1 convertible ou classique, et bien voilà, vous avez du VivoBook, du StudioBook, du ZenBook en version Pro, qui sont tous équipés de différents processeurs, de différentes cartes graphiques et de différentes configurations plus généralement, mais surtout d'écrans OLED de la part de Asus, enfin de la part de Samsung, mais acheté par Asus. Mon collègue Guillaume a également découvert les ZenBook non Pro qui sont également équipés d'écran OLED. Bref, Asus croit très très fort dans cette technologie pour différencier, un peu démarquer et redonner envie à ses clients sur des laptops qui ont un segment pour l'instant qui est plutôt conservateur. Passons maintenant un peu aux logiciels et aux réseaux sociaux. On va commencer par l'inérable Twitter. Non, il n'y a pas eu de drama, tout va bien. Enfin, je pense qu'il y a un drama en ce moment sur Twitter. Mais en attendant, le réseau avance avec des nouvelles fonctionnalités qui peut-être vont stopper ou freiner les dramas. La première serait en tout cas d'automatiquement archiver vos tweets. C'est-à-dire qu'au bout de 30, 60, 90 jours, au bout d'un an, vous pouvez faire en sorte que vos tweets sortent de la circulation. J'en connais certains et certaines, vous me direz si vous vous reconnaîtrez, qui auront bien utilisé cette fonctionnalité il y a quelques années. En tout cas, elle est en test, mais elle n'est toujours pas confirmée. Autre fonctionnalité, on va dire de l'oubli chez Twitter, il y aurait une possibilité aussi de se faire disparaître de conversations dans lesquelles on n'a pas envie d'être. Vous savez, ça arrive souvent. Des fois, des gens vous citent ou vous haïssent sur le réseau et vous n'avez rien demandé à personne et vous vous retrouvez avec des discussions dans tous les sens. Vous pourrez peut-être, a posteriori de ces tweets, vous retirer de ces discussions. Autre fonctionnalité intéressante. Troisième fonctionnalité, en tout cas, qui va en intéresser là beaucoup, ce n'est pas de disparaître vous, mais de faire disparaître certaines personnes un peu mal intentionnées. Twitter met en place un mode sécurité aussi qui lui n'est pas entré en prod mais est entré déjà en test, qui permettrait en tout cas de bannir très rapidement pendant 7 jours, une semaine, des comptes Twitter qui sont flagués comme trolls, agressifs, menaçants, etc. Vous connaissez. Bien sûr, sous toutes ces possibilités et fonctionnalités, on attend surtout de voir quand est-ce que l'application efficace de celle-ci marchera, puisque je vous rappelle, c'est un peu la quête éternelle des plateformes et des réseaux sociaux, c'est d'avoir toujours plus de monde, toujours plus de communication, toujours plus d'engagement, mais aussi le tout dans une convivialité, une urbanité qui n'existe pas toujours. Passons maintenant à nos petites PME préférées, c'est-à-dire Apple, Google et Facebook aujourd'hui. Que s'est-il passé? Eh bien, des gifles et des coups de pression de la part des gouvernements et des autorités nationales. On commence par Apple qui, après s'être pris une petite gifle par la Corée du Sud, s'en prend une deuxième. C'est le revers par le Japon et pour la même raison, les autorités anti-concurrence de ces pays vont forcer Apple et certainement Google à enfin ouvrir les modes de paiement tiers à leurs développeurs, c'est-à-dire que vous pourrez enfin dépenser de l'argent dans Netflix, dans Spotify ou dans Genshin Impact sans passer obligatoirement par le store. On vous avait déjà parlé de cette affaire plus tôt dans la semaine dans d'autres quotidiennes, mais en tout cas, le fait qu'un deuxième pays maintenant légifère en ce sens, c'est évidemment mieux pour les consommateurs et c'est moins bon évidemment pour les plateformes. On continue avec les gouvernements qui tapote. Et ce coup-ci, on va aller aux États-Unis et on va aller voir Google. Et c'est évidemment l'autorité anti-concurrence qui accuse pour la 327e fois Google de pratiques monopolistiques, de position dominante et aussi d'entrave à la concurrence, avec évidemment le marché 1 de la publicité et le marché 2 de la recherche, puisque Google, je vous rappelle que leur coup de génie, c'est d'avoir un peu fusionné les deux
En tout cas, pour la énième fois, Google est dans le viseur du gendarme, ce coup-ci américain, pour leurs pratiques. Y aura-t-il vraiment des sanctions? On verra, mais parfois les sanctions tombent et on l'a vu notamment ici en Europe, puisque ce n'est pas Google mais Facebook qui vient de se prendre 225 millions d'euros d'amende pour non-conformité à la RGPD. Et ça vient d'Irlande, mais c'est surtout l'Europe qui va sanctionner WhatsApp notamment, puisqu'on vous rappelle que WhatsApp, depuis quelques mois, depuis le début de l'année, c'est un peu la bérésina entre les changements de conditions d'utilisation, la monétisation de vos datas et de ce que vous dites ou partagez sur WhatsApp, et évidemment, là, ici, non-conformité à la RGPD, sachant que les autorités veulent taper de plus en plus fort tous les services qui ne se rendraient pas, en tout cas, le plus compliant avec ces nouvelles règles. On termine enfin avec l'Australie, ce coup-ci, le gouvernement australien qui, lui, n'a pas infligé d'amende, mais qui met un gros coup de pression à sa population. De nouvelles lois ont été adoptées par le Sénat australien hier et mon collègue Romain Chaland tire un peu la sonnette d'alarme car ce sont des lois qui donnent énormément de pouvoir aux autorités australiennes et vous allez voir, ça va très très loin puisque bientôt, sous couvert de combattre le cybercrime par exemple et autres délits numériques, eh bien, les policiers australiens vont pouvoir notamment accéder totalement à certains ordinateurs. C'est-à-dire que on parle littéralement là-dessus à un mandat d'interruption de données qui permet à certaines forces de l'ordre d'accéder aux données des ordinateurs et d'en prendre littéralement le contrôle. La police aura la possibilité de modifier des données, de les copier, d'en ajouter ou d'en supprimer. Alors j'ai envie de dire que dans une bonne série télé américaine, ça c'est pour déposer des fausses preuves, mais bon, je regarde peut-être trop New York Police d'État. En tout cas, selon Romain et selon beaucoup d'ONG civiles, ce que le Sénat vient d'accorder aux autorités australiennes est disproportionné par rapport aux crimes et aux criminels qu'elles poursuivent et demande évidemment un retrait de cet arsenal absolument surpuissant qui pourrait, selon elle, évidemment être utilisé contre des personnes un peu plus innocentes et donner lieu à beaucoup de dérapages et de bavures si un jour, eh bien, écoutez, la police pouvait venir dans votre ordinateur, modifier votre ordinateur, le contrôler, ajouter ou supprimer des choses. On verra en tout cas ce qui se passe là-bas et on verra si ça fait jurisprudence dans d'autres pays. En parlant de sécurité et de vie privée, on va maintenant parler d'un nouveau câble. C'est un câble de base, d'un côté de l'USB, de l'autre côté le Lightning, qui est l'USB-C format Apple, et au milieu, par contre, un peu plus que du cuivre. Ça s'appelle le OMG Cable qui a été repéré par Vice, et ce câble en fait permet à un pirate de le configurer et d'envoyer sans fil tout ce que vous tapez. La démonstration est assez, vous allez voir, claire là-dessus, puisque il vous suffit donc de connecter votre téléphone à ce câble, et ensuite ce câble va récupérer toute votre frappe de clavier. Donc vous voyez, ce câble là il est branché littéralement sur un clavier qui va dans un MacBook, et tout ce que vous tapez sur le clavier, eh bien ce OMG Cable va discrètement l'envoyer sur un téléphone tiers qui est branché sur le câble. Donc attention évidemment, puisque cette petite faille très discrète, rien ne ressemble plus à un câble qu'à un câble finalement, et donc faites très attention quand vous en achetez un là-dessus. Attention, attention. On attaque maintenant pour les deux dernières news de cette quotidienne condensée, le vent. Littéralement, et évidemment l'énergie du vent et l'économie derrière, notamment les éoliennes. On apprend que les États-Unis auront investi massivement dans les éoliennes, plus que dans le solaire, encore une fois, et plus que dans les énergies et les gaz naturels. C'est un rapport qui montre que du coup, en 2020, les États-Unis vont se baser et investissent toujours plus là-dessus, avec notamment des turbines et des éoliennes qui sont toujours plus grandes et qui sont toujours plus efficaces en termes d'énergie, de conversion en création d'énergie. Alors, le petit conseil qu'on peut donner aux États-Unis s'ils veulent vraiment continuer à investir dans des éoliennes plus grandes, on a peut-être trouvé l'éolienne parfaite pour eux. Attention, les mirettes, vous allez voir, c'est une éolienne de 242 mètres de haut qui a été présentée par un constructeur chinois. Et évidemment, une éolienne qui se place plutôt en mer que, écoutez, à côté d'un pâté de maison, puisque vous imaginez le bruit d'une éolienne de 242 mètres de haut avec des pales de 117 mètres de long, le tout couvrant une surface équivalente à 6 terrains de football. Je n'ose pas trop imaginer le bruit, mais en tout cas, cette éolienne intervient justement dans une méta, on va dire, de cette énergie qui explique que des éoliennes plus grandes sont plus efficaces que plusieurs éoliennes plus petites. Donc on va voir si demain
on aura moins d'éoliennes plus grandes, ou alors une énorme éolienne, parce que je vous rappelle que ça c'est plus grand que la tour Montparnasse quand même. J'espère juste encore une fois que ce sera posé loin des habitations, parce qu'il y a des gens qui vont avoir l'électricité pas chère, mais qui vont pas beaucoup dormir non plus. Terminons enfin avec un petit tour dans l'espace et on vous rappelle que ça a été la grande bataille des milliardaires, ce qu'on appelle affectueusement la conquête de l'espace entre Jeff Bezos, Richard Branson et Elon Musk. Et on va revenir sur Richard Branson et surtout le vol inaugural de Virgin Galactic qui a vu donc le milliardaire s'envoler quelques jours avant son rival américain à 80 km d'altitude. Le débat, c'était que 80 km d'altitude, c'était pas vraiment l'espace, puisque ce serait plutôt 100 km d'altitude. Mais en tout cas, ne serait-ce que pour atteindre ces 80 km d'altitude, on apprend aujourd'hui que Richard Branson a fait courir tous les risques à sa marque, à ses passagers et aussi à ses pilotes. Car je vous rappelle que nous ne sommes pas dans des fusées automatiques, mais dans des avions pilotés manuellement par des humains. On apprend en tout cas avec cette excellente enquête d'un journaliste du New Yorker, Nicolas Middle, qui est un spécialiste notamment de tout ce secteur et qui connaît très très bien Virgin Galactic, et bien que pour atteindre les 80 km d'altitude et pour faire un vrai effet de communication et impressionner tout le monde, eh bien Virgin Galactic et Richard Branson ont pris tous les risques et notamment modifié la trajectoire de parabole du vol dans lequel ils étaient, et donc notamment de faire une redescente sur une trajectoire qui n'était pas prévue, qui était très dangereuse. Et on aura vu notamment sur le stream, on aura vu une petite lumière rouge s'allumer à côté des pilotes pendant le stream. Eh bien, on apprend, grâce à cet excellent article, cette excellente enquête, que une lumière, ne serait-ce que jaune, dans une navette Virgin Galactic, le langage pour les pilotes, ça veut dire alerte majeure, et qu'en général, une lumière rouge, ça veut dire désolé, c'est trop tard. Eh bien, on aura vu cette lumière rouge car, en fait, on apprend que la navette était sortie de son cône de trajectoire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de delta, on va dire, par laquelle la navette peut re-rentrer dans sa phase de descente, et que ce cône, eh bien, la navette ne le respectait pas. Donc une manœuvre très dangereuse pour en tout cas l'exploit, mais une manœuvre très dangereuse qui n'a pas du tout plu à la FAA, qui est l'autorité un peu aérienne américaine, qui a décidé officiellement de lancer une enquête et peut-être de sanctionner Virgin Galactic. En attendant, je vous rappelle que la compagnie, qui vient donc de risquer la vie de tout le monde, continue à vendre des tickets et se lancera bientôt dans le transport de fret. Rien n'est grave, en tout cas dans l'espace. Voilà, maintenant on vous laisse redescendre doucement sur Terre en parabole et peut-être glisser doucement vers le week-end, puisque c'était la dernière condensée de cette semaine. On est vendredi. On se retrouve évidemment lundi à 11 h pour le live et lundi en fin de journée pour un nouvel épisode de la quotidienne condensée des numériques. Ciao à tous et à très vite.